VIH-Sida était tabou et l'est encore. Nous nous occupons des femmes vivant avec le VIH. C'est surtout l'empowerment qu'on essaie de promouvoir au sein de l'association, donner les moyens à ces personnes-là vivant avec le VIH pour qu'elles puissent se réaliser. AVS avec Philippe Robichon. IAVS, ça veut dire à votre santé sexuelle tous les mardis. Bienvenue avec Nadia Elbouga. Bonjour Nadia. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sage-femme et sexologue clinicienne. Tout à fait. Nadia, notre invitée aujourd'hui s'appelle Sebanou Ndiaye. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes chargée de mission en santé publique et responsable du dépistage par TROD et autotest. Il a fait beaucoup de choses qu'on va expliquer ce matin pour l'association qui s'appelle Ikambéré. Votre association est ce qu'on appelle une institution. Hein. Alors déjà, Ikambéré, qu'est-ce que ça veut dire ? Ikambéré signifie bonjour déjà à tous. Excusez-moi. Donc, Ikambéré signifie la maison accueillante. Voilà. En langue rwandaise. En langue rwandaise, effectivement. Et elle a été créée en 1997 par Madame Bernadette Rugara, qui aujourd'hui même a été promue, disons, au chevalier de l'ordre du mérite. Mais non, même plus que ça, de la Légion d'honneur. Légion d'honneur, voilà, tout récemment, il y a 2 mois. D'accord. Mais quand je dis que votre association est devenue une institution, c'est parce que vous êtes des pionniers sur le terrain, finalement. Oui, tout à fait, parce que lors de sa création, vous imaginez que le thème était plutôt tabou. Alors, le thème, parce qu'on n'a pas encore évoqué le thème, oui. Le VIH-Sida était tabou et l'est encore, quoi qu'on puisse dire, mais encore davantage à cette époque-là. En 97, donc il y a 25 ans à peu près. Alors, Ikambéré, vous avez été créé où ? À Saint-Denis. Voilà. En 93. Oui. D'accord. Et en fait, le concept de maison, pour vous, c'est central, hein ? Oui, tout à fait. Ils se sont inspirés, en fait, de la culture rwandaise où la maison était organisée autour d'Ikambéré. Donc, il y a Ikambéré et les maisons tout autour, Igikali et Ikirambi. Nous allons y revenir. Ça fait partie de... Voilà, c'est la famille Ikambéré. Tout à fait. L'expansion, Oui, les deux filles d'Ikambéré. Pour ceux qui nous écoutent, c'est vrai que parfois, toutes les associations ont l'air identiques. On a l'impression qu'elles font toutes la même chose, qu'elles travaillent toujours de la même façon. Qu'est-ce que votre association, à vous, elle a de différent ? Nous nous occupons des femmes vivant avec le VIH déjà. Enfin, oui, mais ça, sur le terrain, il y a des associations qui s'occupent des femmes qui vivent avec le VIH. Disons que c'est surtout l'empowerment qu'on essaie de promouvoir au sein de l'association. Nous prenons en charge donc... Alors, qu'est-ce que c'est pour tout le monde, le concept d'empowerment ? Oui, c'est surtout donner les moyens, simplement, la définition simple, donner les moyens à ces personnes-là vivant avec le VIH, les moyens nécessaires pour qu'elles puissent se réaliser, en fait. Si nous nous référons, par exemple, à la pyramide de Maslow, voilà, c'est l'accomplissement, en tout cas. C'est vrai que c'est l'idéal, mais c'est ce que nous visons avec nos femmes. Qu'elles partent de... Voilà, souvent, elles partent de rien du tout, d'autant qu'elles sont en situation de précarité, excusez-moi, et de grande même précarité. Donc, nous faisons le tout pour leur donner les moyens, disons, pour qu'elles se réalisent. Et c'est un processus très long qui demande même souvent, quand nous nous référons à l'enquête d'Annabelle Degré-Deloup, le parcours, on mentionne que il est prouvé que c'est à peu près 7 ans environ pour que la personne ait sa régularisation et ses papiers. Et donc, d'ici là, les 7 ans, que font-elles ? Voilà, c'est là où Ikambéré intervient, aide, accompagne
vers justement l'insertion sociale, mais aussi professionnelle. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une méthode Ikambere? Oui, il y a une méthode Ikambere, puisque Ikambere, c'est surtout la solidarité, disons. La solidarité, franchement. Et c'est vraiment le collectif féminin tout à fait, au le service collectif. de l'individuel. Et la sororité, si l'on peut dire, la fraternité, le soutien mutuel entre femmes vivant avec la même pathologie. Et le problème, c'est que c'est encore tabou, quoi qu'on puisse dire. C'est vrai que... Enfin, c'est pas qu'on en dise, mais c'est vrai que le sida est un peu sorti des radars aujourd'hui. C'est plus vraiment un sujet de, vous voyez, j'ai envie de vous dire, à l'ère du Covid, on parle plus du tout du sida. Hein, je suis d'accord. C'est sorti des radars complètement. Je suis tout à fait d'accord, mais il n'en demeure pas moins qu'au niveau social, malheureusement, les représentations négatives du VIH persistent. Oui. Et c'est ce qui explique que les femmes ne peuvent pas se permettre d'en parler à n'importe qui, disons, ne serait-ce que ça. C'est vrai que les choses ont évolué. Parce que les gens vont vous dire, oui, mais aujourd'hui, maintenant, le sida, c'est une maladie chronique. Oui, c'est ce qu'on dit, mais socialement, qu'en est-il? C'est vrai que la recherche biomédicale a avancé depuis. Il y a la disponibilité des molécules. Hein. Il y en a une quinzaine au moins ici en France. Donc, il n'y a pas de souci. C'est pas ça le souci. C'est la perception même sociale de cette maladie qui est encore particulièrement négative, ce qui est déjà étonnant. Tout à fait. Parce que lié à la sexualité. Lié à la sexualité, qui est un autre tabou, le tabou. Et je crois que c'est les débuts de la maladie qui expliquent cela, avec les images tellement traumatisantes, si je peux dire, des personnes agonisantes. Et pourtant, le paradigme a changé depuis longtemps. On ne parle plus de décès ou peu de sida. Même la phase sida, ça c'est maintenant simplement, disons... Si je peux dire, qu'est-ce que je peux dire? Les gens, aujourd'hui, quand on est bien traité, on mène, les femmes sont comme vous et moi, en pleine forme, ce d'autant qu'elles sont suivies régulièrement, contrairement à ceux qui se croient en bonne santé. Voilà, c'est ça l'avantage peut-être, si je peux m'exprimer ainsi. Mais malheureusement, l'évolution des mentalités ou des représentations n'a pas suivi. Vous voulez dire des traitements? Oui. C'est ça que vous voulez dire, c'est que finalement... Tout à fait. Parce que médicalement, il n'y a aucun souci. Le VIH est contrôlé. Mais une maladie dont on ne peut pas parler, c'est là où réside le mal, en fait. C'est là où le poids mental est très lourd. Jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut toujours pas dire qu'on a le sida et qu'il est contrôlé, sous traitement, ou alors on entend parler souvent de indétectable ou... Oui, de TASP. De TASP. TASP, traitement comme prévention. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, quand la maladie est contrôlée, et même rapidement contrôlée, parfois au bout de 6 mois, la personne a la charge virale indétectable et ne transmet plus. Dans ces conditions, ne transmet plus. Si c'est des informations qu'on n'a pas forcément. Ça, c'est des informations qu'on n'a pas forcément. Hein. Tout à fait, mais le concept est tout récent, à peine 3 ans. Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps, là, en 2020, une étude à grande échelle faite en Afrique subsaharienne. Et donc, vraiment un panel important de personnes qui ont été mises justement sous traitement... alors pour le coup on en reviendra, mais sous traitement préventif en l'occurrence, et on s'est rendu compte en fait de la force de frappe qu'ont ces différents traitements qui sont maintenant sur le terrain, parce que quand Sénabou elle parle finalement de transmission contrôlée, ou en tout cas du moins de charge virale contrôlée, c'est une réalité de terrain. Donc en même temps c'est à double tranchant. Exactement, c'est à double tranchant, parce qu'il faudrait quand même revenir sur une précision. Enfin, il y a
pas très longtemps encore, avec un jeune, j'ai eu la confusion entre VIH et SIDA. Tout à fait. On fait encore une confusion. Des gens parlent encore SIDA lorsqu'il s'agit finalement de VIH. Donc, est-ce que vous pouvez nous préciser la différence Voilà, donc, si nous prenons l'évolution naturelle de la maladie, il y a 3 phases. La phase de primo-infection, environ les 6 premiers mois, et ensuite une phase de latence qui, en moyenne une dizaine d'années, ou même davantage. Parmi nos femmes, il y en a qui, jusqu'à présent, n'ont pas, de traitement, parce que simplement, leur corps maîtrise bien, contrôle donc le VIH. Et enfin, et alors, c'est quoi leur statut? Le statut. Le statut la de femme séropositive au VIH. Comme on dit séropositif au VHB. Séropositif à l'hépatite C. Donc elles sont séropositives, mais le corps ne développe pas forcément la maladie du sida. Exactement. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec le virus du sida? Simplement, il s'attaque, comme vous le savez, aux défenses de l'organisme. Si le corps arrive à contrôler, donc ces défenses sont plus ou moins intactes, il y en a qui ont, des défenses assez solides, comme les personnes non concernées directement. Et qu'est-ce que je voulais dire? La phase SIDA n'intervient que quand il y a une destruction plus ou moins totale de ces défenses. Et tant que le corps peut contrôler, de toute façon, de plus en plus, on met le plus tôt possible au traitement. Pourquoi? Pour éviter ce qu'on appelle les réservoirs. Voilà, au niveau des ganglions, du cerveau, de certaines parties du corps, parce que c'est de ça dont il s'agit. C'est-à-dire, quand c'est contrôlé et que la personne était sous traitement, supposons, et qu'il laisse tomber les traitements, malheureusement, de ces réservoirs il y a une multiplication virale rapide qui s'effectue. Donc, distinguons la phase de séropositivité au VIH à la phase SIDA qui est la phase terminale, au fond. Voilà. Quelle maladie? C'est important de faire la différence. Maladie. Parce que ce qu'il faut savoir, excusez-moi, c'est Nabou, c'est qu'effectivement, des personnes qui sont VIH positives n'ont pas forcément donc le sida, c'est-à-dire cette phase que vous décrivez. D'ailleurs, maintenant, c'est de plus en plus rare de nos jours. Par contre, les personnes qui ont le sida sont forcément VIH positives. En fait, on fait pas le... Donc, quand on est VIH positif, on n'a pas forcément le sida. En revanche, lorsque on est sidéen ou sidéenne, on est forcément VIH positif. Donc, il faut bien comprendre ça parce qu'en fait, l'enjeu là-dedans, pour le coup, on en parlera au cours de l'émission, c'est pour le coup le dépistage. Parce que des personnes qui arrivent au stade sida, c'est bien souvent des personnes qui n'ont pas été dépistées et qui ont du coup traîné des années avec une augmentation de la charge virale. Voilà, votre santé avec Nadia El Bouga et puis notre invitée Nadia aujourd'hui s'appelle Senabou Ndiaye. Et je rappelle que vous êtes chargé de mission en santé publique et responsable du dépistage à l'association Ikambere. Alors, il y a encore beaucoup trop de gens aujourd'hui, en 2022, qui ignorent leur sérologie. Alors, c'est marrant parce qu'on l'a vu avec pour la Covid, les gens se faisaient dépister très régulièrement. Donc, finalement, même trop parfois. Si on le veut, c'est une habitude qu'on peut prendre, le dépistage. C'est pas très compliqué. D'où viennent, d'après vous, toutes les résistances que les gens ont à se faire dépister pour le VIH? Moi, je le mettrais simplement sur cette mort sociale. Sur une certaine mort sociale, en fait, parce que quand, malheureusement, c'est la vision, les représentations négatives dont je parlais du VIH, qui... sous-tendent simplement cette attitude, cette réticence, puisque malheureusement, comme ils ne voient que la transmission sexuelle de la maladie, en général, on considère que les personnes vivant avec le VIH
ont vagabondé, n'étaient pas sérieuses du tout, etc., etc. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, ils se disent, mais tant que je suis en bonne santé, c'est vrai qu'il y a des signes. De toute façon, quand on est malade, plus ou moins, on le ressent, on le sait. Mais s'ils évitent le dépistage, c'est justement les conséquences d'une découverte possible du VIH et tout ce qui s'ensuit. Et la vie qui change simplement, il faut le dire, comme toute maladie chronique, il faut la gérer au quotidien. Et sans compter maintenant l'exercice qui consiste à faire en sorte que l'entourage ne se rende même pas compte que la personne vit avec le VIH. Donc tout ceci explique cela. Autrement dit, mais de plus en plus, les gens, franchement, se soucient de se faire dépister de plus en plus, sûrement dû aux campagnes de sensibilisation autour du VIH. C'est vrai que c'est banalisé, mais quoi qu'on puisse en dire, nous en sommes encore à 6 500 à peu près par an en France, et c'est quand même assez élevé. Oui. Voilà, c'est assez élevé, c'est vrai. Et au sein de la population féminine, des découvertes suite à une grossesse, oui. Notamment. Et c'est pourquoi même il y a des projets qui ont été mis en place, notamment à l'hôpital André Grégoire, projet auquel nous avons assisté et qui consistait à dépister les futurs papas. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des femmes qui, au début de la grossesse, étaient séronégatives et qui, au 3e trimestre, se retrouvaient avec... Séroconversion. Oui, voilà, avec le VIH. On s'est dit que, voilà, il fallait... Autant on dépiste les femmes... Alors attendez, parce qu'il faut nous expliquer ça. Donc ce sont des femmes enceintes. Que vous dépistez au début de leur grossesse, donc elles sont séronégatives. Oui. Et donc elles deviennent positives au 3e trimestre. Donc en fin de grossesse. Mais comment on l'explique ça alors? Oui, c'est la contamination, simplement au sein du Donc couple. elles sont contaminées au sein du couple. Mais Bon, au cours de cette parfois. grossesse, d'accord. Oui, au Oui, cours de la grossesse. c'est pas un virus qui était dormant qu'elle déclare à Non. cause de la grossesse, d'accord. Non, justement. Contamination, Et raison en fait. pour laquelle on s'est tourné. Donc ce projet-là avait pour mission voilà, de faire dépister les hommes pour éviter cet état de fait, c'est-à-dire une contamination possible de la femme et potentiellement de l'enfant. Compagnon. Oui. Mais ce qui est sûr, c'est que heureusement, les femmes enceintes sont suivies au cours de leur visite prénatale régulièrement, et surtout quand on appartient à une population prioritaire, les personnes migrantes en l'occurrence, il y a un dépistage systématique, c'est les recommandations de la haute autorité de la santé. Oui, voilà. Donc, c'était le projet et le concept va être répandu parce que qu'est-ce que va être généralisé, je voulais dire, au niveau des hôpitaux. Pourquoi? Parce que les hommes ne se font pas dépister comme les femmes. Les femmes sont obligées de le faire parce qu'il y a une grossesse, il y a un enfant qui est à naître et dont on peut éviter la transmission en passant par le TASP dont je parlais, le traitement comme prévention. Et voilà, mais les hommes, tant qu'ils ne sont pas malades et presque le pied au niveau de la tombe, dans la tombe, généralement, ils ne vont pas, en tout cas, ils n'ont pas le même rapport à la santé que les femmes. Voilà. Alors justement, vous, Seynabou Ndiaye, vous êtes responsable du dépistage auprès de l'association Icambéré, notamment par TROD et Autotest. Alors, vous nous expliquez déjà ce que c'est que le TROD? Le TROD est le test rapide d'orientation diagnostique du VIH ou de l'hépatite B, l'hépatite C. Parce que nous avons les habilitations pour les 3 pathologies. Voilà. Et ça permet, dans un premier temps, au moins l'accès au dépistage. Parce que cet accès n'est pas aussi facile pour
selon les populations. Et quand nous prenons les personnes migrantes, elles ne connaissent pas toujours le système de santé français, de telle sorte que ce sont des actions très importantes communautaires pour l'accès aux soins et aussi pour contribuer d'une certaine façon à la cascade de l'ONU. Je ne sais pas si, je suis sûre que vous avez déjà entendu les 95, 95, 95. Donc, il faut faire dépister 95% des personnes concernés par le VIH, c'est-à-dire porteurs du VIH. Et ensuite, 95% de ces personnes-là dépistées doivent être mises sous traitement. Et enfin, le dernier 95, c'est arriver à une charge virale indétectable qui nous garantit la non-transmission du VIH. C'est vous voyez donc le rôle très important du dépistage. C'est ça que vous appelez la cascade, donc. C'est 3,95. Voilà qu'il faut, que chaque pays, les 193 pays signataires de l'ONU, en tout cas, devraient faire en sorte que cela se passe comme cela dans les différents pays, mais concernés, donc signataires. Ce qu'il faut remarquer, c'est quoi? Malheureusement, en France, nous savons très bien traiter puisqu'il y a la disponibilité des ARV et l'accès est plutôt gratuit, donc simple, plus ou moins. Et on arrive également à avoir une charge indétectable parce que grâce à l'efficacité de ces médicaments, mais là où nous pêchons, c'est justement le premier 95. Comment faire? Parce que jusqu'à présent, les personnes qui s'ignorent, si je peux, l'épidémie cachée, disons, c'est à peu près estimé à 24 000 à peu près personnes. Et tant que l'on ne casse pas justement le cycle de transmission, les 6 000 dont on parlait, oui. C'est énorme, parce que les 24 000 là, effectivement, ne connaissant pas leur statut sérologique, en fait, la force de propagation est énorme. Tout à fait. Et tout à fait. Et c'est pour ça que depuis une dizaine d'années, les associations sont sur le terrain justement pour aller là où on peut rencontrer les personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes migrantes. Voilà. Alors, le TROD, on dit le TROD ou les TROD? Le TROD. Oui, en quoi ça consiste? En quoi ça consiste un TROD? Oui, voilà. Concrètement, en pratique, cela consiste simplement à piquer simplement une prise de sang. On se pique le doigt, c'est ça? Oui, le bout du doigt. Le bout du doigt. Comme pour un dextro chez un diabétique. Tout à fait. Très simple, indolore, rapide. Et dès que le recueil de sang est fait, on fait le mélange avec déjà un flacon pour permettre la lyse des cellules et la libération des anticorps, parce qu'on recherche en fait les anticorps. Les anticorps VIH dans le TROD VIH. Voilà. Et une fois que c'est fait, on le met sur, comment on dit, la coupole. Il y a une coupole. On le met et ensuite, on ajoute le réactif et enfin le clarifiant. Voilà. Et immédiatement, on peut déjà faire la lecture du résultat, ce qui est important. D'accord, mais qui peut faire un TROD? C'est-à-dire un TROD, toute personne formée, disons. Ah oui, donc il faut être formé, d'accord, oui. Tout à fait. Il faut être formé, puis il faut que l'association ait une habilitation. Une habilitation. C'est pas un autotest, un TROD. Non, c'est différent. L'autotest, c'est la personne elle-même qui va le réaliser chez elle. Voilà. D'accord. Donc pour faire un TROD, on va dans un espace donc, qui est habilité à le faire, dédié, et l'autotest, on le fait soi-même. Oui, on fait soi-même. Et cela, c'est pour multiplier en fait les moyens de dépistage, pour que les gens aient accès à ce dépistage, sans lequel il n'est pas possible de traiter, sans lequel il n'est pas possible d'atteindre
comment on dit, d'avoir des personnes vivant avec le VIH avec une charge virale indétectable qui garantit, comme je l'ai dit, et je le répète tout le temps, donc une non-transmission. Parce que cette notion n'est même pas intégrée ni par la population, encore moins par les personnes même vivant avec le VIH, parce que c'est surtout le contexte social qui l'explique. Voilà. Et la peur de transmettre est toujours très... bon, je reviens en arrière, mais bon, tout est lié, disons. Et tellement présente chez ces femmes vivant avec le VIH. Parce que c'est une charge mentale que d'avoir transmis, par exemple, à son enfant. Oui, juste ce qui est important, la différence entre le TROD et l'autotest. Le TROD, c'est vrai qu'il faut déjà... les équipes se déplacent généralement là où personne ne va, donc au contact notamment des personnes migrantes ou immigrées. Et donc, il y a généralement un temps qui est dédié à ça. Tout le monde n'y va pas parce que c'est pas forcément anonymisé dans le sens où on peut croiser son voisin, sa voisine. Donc tout le monde ne va pas forcément se rendre sur ces lieux-là de dépistage possible. C'est là où l'autotest est intéressant. On a des associations et donc je pense qu'Icambéré fournit aussi des autotests pour les personnes qui souhaiteraient faire ça chez elles, tranquillement, de façon posée. Maintenant, l'autotest, alors je ne sais pas trop pour le TROD, vous me direz, Sénabou, mais pour l'autotest, il faut derrière, il me semble que pour le TROD aussi, il faut une vérification suite à une prise de sang faite en laboratoire pour corroborer le... toujours. Voilà. De toute façon, il y aura toujours un test de confirmation du résultat. Voilà, et on fait un partage d'expérience ce matin, Nadia, de l'association Icambéré, avec notre invité qui s'appelle Sénabou Ndiaye, qui est chargé de mission en santé publique et qui est donc notamment responsable chez Icambéré du dépistage. On sait maintenant ce que c'est qu'un TROD et des autotests. Même si aujourd'hui les traitements ont fait énormément de progrès pour ce qui concerne le VIH, aujourd'hui ça veut dire quoi vivre avec le VIH concrètement? Concrètement, c'est des personnes, disons, en bonne santé. Ça, il faut le dire. Pourquoi? Parce que les molécules dont on dispose maintenant ont beaucoup moins d'effets secondaires. Et le suivi est de qualité quand même, en tout cas en France. Et aujourd'hui, la personne vivant avec le VIH ne se rend pas tout le temps à l'hôpital. Non, loin de là. C'est une fois tous les 6 mois, ou tout au plus, donc, une fois par an. Pourquoi? Parce que tellement elles jouissent d'une bonne santé. Et on ne parle plus de diarrhée incontrôlée, de vomissements ou de dystrophie, lipodystrophie, etc. Ça, il y en a de moins en moins. Dans les débuts d'apparition du traitement, en l'occurrence. Ouais. Tout à fait. Et ça, c'est important. Parce que la qualité de vie est importante pour que la personne elle-même se sente plus ou moins bien et se prenne en charge. Alors, donc, dans la prise en charge, la qualité, le ressenti de bien-être est essentiel. Mais il faut tout de même rappeler, Sénabou, que c'est dans le cas des personnes qui sont bien observantes à leur traitement, donc leur trithérapie, parce que ça diminue, voire quasiment annule la charge virale, même s'il reste toujours quelques résidus. Ce qui est important aussi de dire, c'est que du coup, ces personnes ne sont plus transmetteuses du VIH. Tout à fait. Il faut insister sur ce concept de TASP, que ni les malades ni la population n'intègrent. Normalement, puisque la transmission se fait essentiellement par voie sexuelle. Les autres modes de transmission, par sang, lors de la grossesse, de la mère à l'enfant, de l'allaitement, etc., sont moindres comparés à la transmission sexuelle. Quand on voit les données épidémiologiques, c'est la transmission sexuelle, d'où les représentations persistantes. C'est le sexe, c'est le sexe, c'est le sexe. Or, il y a quand même malheureusement, il y a les autres modes de transmission. Voilà. Icambéré a mis au point un programme d'éducation thérapeutique
holistique. Il n'y a pas que la prise en charge santé. Il y a par exemple chez vous ce que vous appelez les femmes roseaux. Donc par exemple, à quoi elles servent ces femmes roseaux et qui sont-elles? Qui sont-elles? Ce sont des femmes vivant avec le VIH qui ont 50 ans et plus, autrement dit vieillissant avec le VIH. Et il y a, disons, une problématique qui se pose naturellement. Même indépendamment du VIH, la personne décline de jour en jour et à partir de 50 ans, il y a des maladies ou des dysfonctionnements qui apparaissent. Et encore plus prononcés chez les femmes vivant avec le VIH à cause sûrement de la chronicité, de la prise de médicaments. Il y a une inflammation perpétuelle, tout le temps, permanente, quand on a le VIH. Et c'est cela qui, au fur et à mesure que la personne avance en âge, il y a des comorbidités qui s'installent. Et notamment l'hypertension, diabète, etc. Et Icambéré, donc, de toute façon, au niveau sociétal, les femmes de 50 ans et les femmes beaucoup plus jeunes n'ont pas les mêmes, comment je peux dire, centres d'intérêt, n'ont pas les mêmes préoccupations, puisque les plus jeunes, c'est encore la procréation. Celles qui vieillissent avec le VIH, c'est, une autre problématique. Et donc, du coup, nous avons ce projet de femmes roseaux. Donc, les femmes roseaux, pourquoi? Parce que le roseau plie et ne rompt pas. Elles sont très solides et je veux dire, en excellente santé. Et la plus âgée d'entre elles, disons 85 ans ou plus. Ah ouais, voilà, oui. Et en très, très bonne santé, qui font leur sport, qui font leurs activités, qui sont quand même à Icambéré pour surtout le partage d'expériences. C'est important, puisque voir... C'est ce qu'on appelle les pères aidants. Oui, voilà. Voir, comment dire, une personne aussi âgée, en bonne santé et qui a vécu aussi longtemps avec le VIH donne plus ou moins de courage à surtout les plus jeunes. Parce que les plus jeunes ont tellement d'interrogations. Est-ce que je vais pouvoir avoir des enfants? Est-ce que qui va me marier? Qui va, etc., etc. Et déjà, ne serait-ce que, est-ce que je vais vivre longtemps même? Déjà, c'est la première question. Est-ce que je vais pouvoir faire comme tout le monde, avoir des projets de vie? Et en voyant des personnes âgées, qui plus est en bonne santé, qui mènent leur vie, qui se sont accomplis plus ou moins, ça leur ouvre donc ça améliore cette charge mentale dont on parlait. Parce que quand elles nous viennent, elles sont en pleurs. Mais au bout de quelque temps, et souvent même en moins d'une semaine, elles ont de l'espoir parce qu'elles voient qu'il y a toutes les classes d'âge qui sont représentées, de 18 ans jusqu'à 85. Oui, ou plus. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc, ce sont des femmes vivant avec le VIH et qui ont 50 ans et plus, que nous appelons roseaux. Voilà. Dont le but est donc de partager leur expérience, c'est ça, vis-à-vis des autres. C'est ça, entre autres. Ouais. Entre autres. Parce que vous parliez de père aidante, Nadia. Voilà, c'est ça, les fameuses pères, donc P-A-I-R-E-S, en l'occurrence, aidantes. Et ça, c'est un concept qui est vraiment très important parce que c'est un peu le concept utilisé dans les groupes de parole. Tout à fait. Voilà, et il y a des groupes de parole qui se font, oui, ensemble. Voilà, mais elles ont leurs sorties culturelles, bref, parce que souvent, elles sont isolées. Leurs enfants ont grandi, etc. Comme tout un chacun, souvent, le troisième âge, on se retrouve seul. Et c'est important pour elles, comment on dit, la rencontre entre générations. Ça, c'est important, cette interaction. C'est comme j'ai dit, ça aide véritablement sur le mental.
et les perspectives. Hein. Et ça, c'est l'axe central de la méthode Ikambere, justement. Tout à fait. Parce qu'il Voilà. y a cette transversalité, en fait, générationnelle et expérientielle fait qu'il y a cette fameuse sororité qui s'installe, dont vous avez parlé, et ça projette les nouvelles générations. Et d'ailleurs, je ne sais pas si ça a été démontré, mais vous allez nous le dire, je pense que ça vient aussi ancrer l'observance thérapeutique de ces femmes aussi. En tout cas, tout est fait à Ikambere pour que la personne soit en bonne santé. Et en passant, donc, bien sûr, par cette observance sans laquelle il n'y a pas possibilité de parler de TASP. Il n'y a pas possibilité de parler de qualité de vie. Et donc, dans l'éducation thérapeutique du patient, voilà, on essaie de faire connaître mieux la maladie parce que ce n'est pas parce que la personne est porteuse du VIH qu'elle connaît la pathologie. Non, loin de là. Et souvent même, ce sont des représentations très négatives qui animent la personne. Et dans l'éducation thérapeutique du patient, on fait le tout pour une meilleure connaissance de la maladie, de déconstruire les représentations négatives, de montrer toutes les perspectives possibles. C'est pas parce qu'on vit avec le VIH qu'il est impossible de mener à bien ses projets de vie. Parce qu'une femme aspire la plupart du temps, il y a des exceptions certes, aspire à une vie sociale, aspire à une vie familiale, conjugale surtout, à la procréation, avoir des enfants, comme tout un chacun. Être considéré. Et malheureusement, c'est sur cet aspect-là, c'est-à-dire le respect de ces personnes-là, c'est là où vraiment nous pêchons. Voilà. Alors c'est là justement où c'est intéressant, Senabou, on revient à ce que vous avez dit en début d'émission sur l'empowerment. Donc l'empowerment, en fait, l'empouvoirment, comme il dirait au Canada, voilà. C'est le fait de donner les outils à ces femmes pour finalement devenir agentes de leur propre vie, de leur parcours. Et d'ailleurs, en lisant donc le livre Ikambere, la maison qui relève les femmes, qui a été mené au sein d'Ikambere par Annabelle Degré-Duloup, qui est chercheur, elle dit que ce qui l'a frappée, elle, c'était lors d'une invitation des femmes d'Ikambere au sein du Sénat. Et les femmes passaient en fait les unes derrière les autres, derrière le micro, et elle s'attendait à voir des femmes en posture de victime, fatiguées. Et en fait, non, elle voyait vraiment des femmes dans un empowerment qui l'a éblouie, c'est-à-dire vraiment des femmes qui... Déterminées, autonomes, puissantes, même elle parle de puissance, qui est là, partager leur parcours, mais tout en étant totalement alignées et centrées. Et en fait, c'est ça la force de la méthode Ikambere, c'est de permettre à celles qui sont peut-être encore dans leur recroquevillement, finalement, d'éclore. Oui, tout à fait. Dans leur féminité au sens large. Oui, une fleur, disons, comme une rose. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire parce que simplement, c'est toujours lié à ce que je disais, la vision même sociale de la maladie qui explique que souvent elles sont brisées parce que simplement elles se disent qu'il n'y a plus possibilité d'une vie normale en fait. Et quand elles se rendent compte à travers les activités que nous menons, elles se disent mais enfin tout est possible. D'où justement cette attitude que vous avez que l'on a décrit si bien dans Bien, des rendez-vous à donner, Nadia? Oui, tout à fait. Alors, comme disait Senabou, il y a en fait Ikambere s'est agrandi à donner des bébés. Oui. Donc il y a deux filles. Voilà, deux filles. Donc Iggy Kaali. Voilà. Et Iki Rambi. Donc ce sont deux autres maisons. Deux autres maisons. Donc la maison apaisante, c'est Iggy Kaali. Voilà. Et la maison reposante, c'est Iki Rambi. Iki Rambi. Voilà. Et la maison reposante, qui est située dans le 95, précisément à Nel-la-Vallée, et au beau milieu de la forêt.
franchement un lieu de repos, comme son nom l'indique. Donc, comme je parlais de rendez-vous, voilà. Pour connaître en fait Ikambere, l'association fait une journée porte ouverte le jeudi 23 juin. Donc voilà, c'est pour venir découvrir justement le centre, notamment Igikali. Igikali est la maison apaisante. Oui. Pourquoi apaisante? Parce que nous y accueillons les femmes vivant avec une hypertension, un diabète ou une obésité. Voilà. Et ça permet une prise en charge globale, comme on le fait d'ailleurs à la maison accueillante de Saint-Denis. Donc, cette maison est située à Ivry-sur-Seine. Et nous y menons pas mal d'activités et c'est ouvert tout récemment. Voilà, et la journée porte ouverte a lieu justement à Ivry-sur-Seine pour découvrir cette maison qui est intéressante parce qu'elle a, du coup, comme le dit très justement Seynabou, ouvert finalement, ce n'est plus que les femmes porteuses du VIH, mais c'est aussi celles qui ont d'autres maladies chroniques qui sont accompagnées. Et la particularité, c'est qu'on ne parle que de ces 3 pathologies. Le VIH, non. Le VIH est pris en charge à Ikambere. Chaque maison a ses missions. Exactement. Bien. En tout cas, merci de nous avoir présenté Ikambere ce matin, Seynabou. Vous pourrez réécouter l'émission en podcast sur beurrefm.net et revoir la vidéo de cette émission sur notre chaîne YouTube. Merci Nadia. Merci à vous. On vous dit à mardi et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.